Bienvenue sur Médian TV, c'est l'heure de l'invité de la rédaction. Omar Baldé est déjà avec nous et avec son invité ce matin, il parle de biodiversité, de changement climatique ici au Maroc, de murailles vertes. On en saura certainement un peu plus tout à l'heure. En un mot, ils évoquent la vaste question de l'environnement. Bonjour Omar. Bonjour Laetitia. Alors le grand froid cette année ici au Maroc, sûrement lié au changement climatique? Peut-être. En tout cas, on sait que le réchauffement climatique est lié au changement climatique. Est-ce que cette vague de froid est liée à cela? Bon, on en saura peut-être tout plus à l'heure avec les météorologues. Bien sûr. Mais avec mon invité, on va surtout s'intéresser donc aux dossiers environnementaux qui ont été évoqués ces dernières années et l'impact du Covid-19 sur ces dossiers-là. Et c'est bientôt, et c'est tout de suite même, dans l'invité de la rédaction. Bonjour et bienvenue sur Médian TV. En 2020, le Covid-19 a fait presque oublier tous les enjeux du monde, dont ceux liés à l'environnement. Et pour certains dirigeants du monde, 2021, c'est l'année de la réconciliation de tous nos défis. J'ai cité Emmanuel Macron, le président français, qui le disait hier lors du One Planet Summit qui a été organisé à Paris et en ligne. Un sommet sur la biodiversité qui s'est conclu sans avancée majeure. L'occasion pour nous de faire le point ce matin sur l'évolution des questions liées à l'environnement avec notre invité. Il s'agit de Hassan Chouaouta, il est président de l'Association marocaine des experts en gestion des déchets et en environnement. Bonjour Hassan Chouaouta. Bonjour cher ami et bonjour à tous vos auditeurs. Merci, bonjour donc à vous. Alors 2020, une année considérée comme la plus chaude de l'histoire et qui peut-être l'aurait été un peu plus si le Covid n'avait pas apporté un coup de frein temporaire à certaines activités industrielles. Alors, on peut dire que la nature a un peu respiré pendant un moment, mais elle a tout de même été la grande oubliée en 2020. Vous confirmez? Je confirme dans le sens que 2020 a été, soi-disant, une pause une sorte même repos biologique imposé, si j'ose dire, par la nature, pour qu'on puisse réfléchir à notre modèle, je dirais, de développement, de coopération, mais surtout de réconciliation avec la nature, avec la terre. Et même si l'économie, pratiquement toutes les économies ont souffert, même si on en parle d'une légère diminution des émissions, mais ça dépasse pas les 0, quelques, je dirais même pas moins de 5% dans tous les cas. Ce qui fait, on est quand même loin, ça représente 0,01 sur le degré Celsius, ce qui fait, on est très loin des objectifs qui étaient fixés par, gérer l'accord de Paris. Alors, 2021 devrait donc voir se succéder de nombreux événements. Le Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature en septembre et la 15e réunion de la Convention de l'ONU sur la diversité biologique, donc la COP 15, mais aussi la COP 26 qui se tiendra en novembre. Et aussi la COP contre la désertification. Donc on peut dire que alors 2021, est-ce une année de rattrapage pour les enjeux climatiques? Alors, de rattrapage, non, mais au contraire, ça sera l'occasion de mise au point, ça sera également l'occasion des évaluations, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui a été déclaré, c'est des intentions par l'ensemble des pays, au moins par la majorité des pays, et on le voit très bien au niveau des si on veut vraiment parler de réalisation. On est très loin par rapport aux objectifs qui étaient fixés par gérer la COP de Paris, par les Nations Unies, par l'ensemble des pays, c'est d'essayer de réduire les émissions à l'horizon de 2030 de 45%, ce qui était fixé initialement. Aujourd'hui, on parle même de 50%, de 55% pour l'Union européenne, parce que c'est la dernière déclaration de l'Union européenne, mais 2021 devrait nous inviter à repenser le modèle de développement et de revoir les modèles de développement d'une manière générale. Mais moi je pense que 2021 devrait être, puisqu'il y a au moins 3 ou 4 sommets
internationaux, ça devrait être une occasion pour que on parle d'une vraie évaluation des réalisations pour pouvoir, est-ce que on est proche au loin ou est-ce que on est sur la bonne voie en termes de réalisation des objectifs, que ce soit en termes de développement d'une manière générale, que ce soit en termes de gérer d'atténuation des impacts des effets des changements climatiques ou de la biodiversité aussi. Alors, le One Planet Summit, je le disais, s'est tenu donc hier. On parle d'avancées pas très, en tout cas importantes. Selon vous, ce sommet sur la biodiversité, en quoi il peut être utile et quelles peuvent être ses retombées? Moi, je pense que gérer ce qui est attendu d'une manière générale des sommets de ce genre, c'est d'abord, est-ce qu'aujourd'hui nous disposons des politiques internationales gérées en termes de coopération pour essayer de gérer, de sauver ce qu'on peut sauver sur la planète, notamment en termes de biodiversité. C'est également l'occasion de mobiliser des fonds parce qu'aujourd'hui, les pays qui souffrent de gérer des impacts des changements climatiques, notamment sur la biodiversité, ce sont les pays pauvres et qui ont besoin de financement. Et on le voit très bien en termes quand on analyse les contributions déterminées au niveau national en termes de réduction des gaz à effet de serre, vous allez trouver que pratiquement au-delà de 40%, au-delà de 40%, ce sont des émissions qui sont inconditionnelles. C'est-à-dire que les pays vont mettre en œuvre les mesures qui sont planifiées si ils disposent des financements internationaux. Et aujourd'hui, c'est pas le cas, et donc par conséquent, que ce soit en termes de biodiversité, que ce soit en termes de changement climatique, nous sommes plus ou moins loin des objectifs qui étaient tracés initialement. Donc aujourd'hui, quand on voit les engagements lors donc de la COP 21, puis la COP 22 à Marrakech ici, et là où on en est-ce que vous pensez réellement que toutes ces mesures ou tous ces engagements ont des chances d'être appliqués? Alors, parlons d'abord de est-ce que effectivement tous les pays, parce que quand on voit gérer l'engagement des pays, c'est tous les pays se sont engagés à déposer ce qu'on appelle la contribution déterminée au national, c'est-à-dire que chaque pays devrait déposer à la conférence des parties changement climatique, devrait déposer sa contribution au niveau national, avec des objectifs très ciblés en termes de quantité des émissions de gaz à effet de serre à réduire à l'horizon de 2030. En principe, ces pays devraient déposer avant fin 2020 leur contribution révisée. Alors, quand on voit à fin 2020, pratiquement, il n'y a même pas à peu près 20% des pays qui ont déposé. Et parmi ces pays, déjà, nous n'avons pas géré les pays comme la Chine, les grands pollueurs, comme les États-Unis, comme vous savez, le président Trump sortant, et il avait déclaré sa sortie de l'accord de Paris. On espère que, en termes de chance, que Monsieur Biden, le nouveau président des États-Unis, revient avec force à l'accord de Paris, avec également des financements pour pouvoir essayer de rattraper, comme vous l'avez dit tout à l'heure, gérer les retards qui étaient enregistrés en termes de réduction. Et quand on voit aujourd'hui entre les intentions, entre les déclarations, entre les réalisations, nous sommes pratiquement un peu loin des objectifs pour pouvoir essayer d'être en deçà de 2 degrés de ce qui était fixé comme objectif et de l'objectif de réduire de 45% les émissions à l'horizon de 2030 par rapport à 2010. Donc nous sommes un peu loin, nous sommes un peu loin des objectifs. Alors, revenons ou parlons du continent dont on sait, comme on le dit, les pays insulaires et les pays africains, curieusement, qui polluent moins, sont les plus affectés par l'impact du changement climatique. En Afrique, il y a une initiative majeure qui avait été lancée il y a de cela une dizaine d'années, qu'on appelle la Grande Muraille Verte. Donc c'est une bande qui devrait partir de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique de l'Est sur la zone sahélienne. Donc il s'agit de reboiser cette zone pour faire face à l'avancée du désert. Alors Hassan Chouaouta, qu'en est-il donc de cette Grande Muraille Verte? Effectivement, là, ça c'est un projet phare de l'Afrique. Et moi je pense que l'environnement et le changement climatique devraient être une très bonne porte d'entrée
pour promouvoir la coopération entre pays. Parce que le projet lui-même, la Grande Muraille verte, dans sa conception, il est novateur. Il est premier des gens au niveau de l'Afrique. Vous n'allez pas trouver un projet similaire au niveau de l'Afrique. Et donc, ce projet, comme vous l'avez bien présenté, constitue à mobiliser pratiquement 11 pays. Ça fait donc 250 millions d'habitants entre le Sénégal jusqu'au Djibouti. Donc, c'est une longueur de 8000 km et de largeur de 15 km. Donc, ça fait quand même 120 millions d'hectares. Aujourd'hui, donc c'est un projet qui consiste d'abord à reboiser. Donc il y a un projet de reboisement, c'est un projet de taille, c'est une initiative de taille pour reboiser toute ce couloir. Mais il n'y a pas que le reboisement, il y a également tout le développement qui devrait accompagner en termes de alternatives pour l'agriculture, en termes de création de l'emploi, parce que le projet vise la création de 10 millions d'emplois et de gérer pour les jeunes. Donc c'est un projet sur le plan humanitaire, déjà pour l'Afrique, c'est un projet qui devrait mériter toute l'attention, que ce soit de l'Afrique, que ce soit des organisations panafricaines, notamment la Banque africaine de développement, qui vient de mobiliser 6,5 milliards de dollars, qui va mobiliser 6,5 milliards de tout à fait, donc qui s'est engagé à mobiliser. Et donc malheureusement, l'une des contraintes de ce projet, c'est d'abord le financement, puisque les pays concernés n'ont pas pu mobiliser les propres fonds pour pouvoir, en termes de contribution de ces pays pour la mise en œuvre de ces projets. Il y a également le problème de la stabilité dans quelques pays, notamment le Mali et le Niger, et il y a malheureusement gérer l'instabilité politique, et ce sont des freins en quelque sorte gérés qui freinent ce projet. Et donc là, en termes de réalisation, nous sommes pratiquement à 20% de réalisation sur le plan reboisement. Ça veut dire que d'ici à l'horizon de 2030, ces pays devraient reboiser pratiquement et restaurer entre 8,5 et 9 millions d'hectares par an, ce qui est constitué un grand défi pour l'ensemble des pays, mais c'est un projet qui mérite toute l'attention et toutes les composantes africaines devraient être mobilisées pour réussir ce projet. Revenons au Maroc. Donc, le Maroc qui a accueilli la COP22, le Maroc qui apparaît quand même comme un exemple sur pas mal de points sur l'aspect environnemental sur le continent et ailleurs. Aujourd'hui, comment se porte la question environnementale dans le royaume ? Alors déjà sur le plan, si on parle, je dirais, en termes de planification, en termes de politique, je pense que le Maroc, c'est parmi les rares pays qui ont fait preuve d'un engagement, notamment ça se confirme d'abord par l'adoption d'une stratégie nationale de développement durable qui était présentée à Sa Majesté en 2018, également gérer 2017. Il y a également la question de classement des changements climatiques, parce que comme vous savez, le Maroc a été classé comme 3e pays au niveau international comme pays engagé. C'est vrai que l'année dernière, il y a 2 ans, on était 2e place, mais on reste toujours dans le trio. Donc on est 3e place en termes d'engagement. Mais sur le plan réalisation, là encore, c'est les financements qui font défaut, sachant que nous avons fait de grands projets, notamment pour tout ce qui est énergie renouvelable. Donc nous sommes sur la bonne voie en termes d'énergie renouvelable, mais nous avons d'autres contraintes pour la mise en œuvre de nos engagements, notamment quand on parle de valorisation de déchets, parce que quand on parle de changement climatique et des contributions, donc la contribution, si on veut la décomposer, il y a tout ce qui est énergie renouvelable, notamment pour la partie énergie. Il y a la partie également traitement de déchets et valorisation de déchets qui représente 12% de l'effort national de réduction des gaz à effet de serre. Il y a également la question de forestation, parce que là, la forêt malheureusement continue toujours à réduire en termes de superficie. Et donc là, je pense que si nous n'arrivons pas à mobiliser des fonds supplémentaires, nous sommes également un peu comme à l'instar de tous les pays, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs en termes de contribution déterminés au niveau national. Alors, cela dit, au niveau des secteurs, des professionnels, donc de ce secteur-là, comment le Covid a impacté vos activités? Bon, le Covid, il a impacté toutes les activités. C'est vrai qu'on parle de réduction de gaz à effet de serre de l'ordre de 5% au niveau international, au niveau planétaire.
Mais nous n'oublions pas que nous avons perdu 1,5 million de vies et pratiquement toutes les économies arrivent difficilement à se remettre sur pied, malgré toutes les aides, malgré toutes les subventions, malgré l'appui des États. Gérer l'économie va pas se rattraper dans les 3 ou 4 mois. Donc nous avons besoin au moins de 6 mois pour essayer gérer de rattraper déjà les pertes en termes d'économie, parce que on parle pratiquement au niveau mondial de moins 2% par rapport au PIB au niveau international. Dans la majorité des pays, notamment africains, donc c'est moins 3, jusqu'à moins 5% en termes de croissance économique. Et donc là, 2021 malheureusement s'annonce difficile, puisque nous n'arrivons pas à disposer des vaccins. Nous n'arrivons pas à disposer de... espérons que la campagne sera bientôt lancée, je pense que sur ce plan-là. Il est vrai que l'OMS dit que 2021 ne sera pas l'année de l'immunité collective, mais bon, pour ce qui est de la vaccination, peut-être que ça devrait être le cas. Nous restons... effectivement, mais on parle de réalité. Prenons le cas du Maroc, où on annonçait pratiquement début décembre que le vaccin va arriver, mais on est pratiquement bientôt mi-janvier, donc nous n'avons pas toujours le vaccin. Beaucoup de pays africains ne disposent pas même s'ils arrivent à disposer de vaccins, n'ont pas toute la logistique pour essayer de gérer, d'avoir au moins le stock pour la partie stockage, pour la partie distribution. Et donc là, ce sont des contraintes de taille pour les pays africains, en particulier pour faire face aux impacts du Covid. Et sur le plan économique, donc ça s'annonce pas assez très bien, puisque l'Europe aujourd'hui, il souffre puisqu'il constitue notre premier marché. La Grande-Bretagne, il vient de fermer ses frontières et il n'y a pas de visibilité. La France, on parle d'un deuxième reconfinement. Donc là, malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge pour pouvoir parler d'une vraie sortie de la crise de la pandémie. Merci Hassan Chouaouta. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association marocaine des experts en gestion des déchets et en environnement. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Médien TV.